Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek. On est là avec l'ami Kerr. Salut à toi. Salut mon cher Big B pour cette première prise, ça fait plaisir. On va vous parler des tops de l'été, de ce début de rentrée, de ce qui nous a le plus plu, de ce qu'on a retenu de cet été. Pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien, il y aura une deuxième vidéo qui sera les flops. Là, on vous parle du verre à demi plein. Qu'est-ce qu'il y avait de mieux dans cet été? Et dans l'autre vidéo, on vous parlera de ce qui nous a le plus déçus dans l'été. Bah, j'ai envie de dire, on va commencer tout de suite. Mon cher Kerr, quel est ton premier coup de cœur de cet été? Incontestablement le Cap d'Agde. Non, c'est pas ça. Moi, je vais commencer par Dark Crystal qui est sorti à la toute fin de l'été sur Netflix. Une série, bien évidemment, qui s'inscrit dans les vieux films Dark Crystal. Alors le principe, pour ceux qui... Alors moi, je connaissais pas du tout. J'ai complètement découvert avec cette série... que je n'avais pas vraiment envie de voir, puis je me suis dit, allez, pourquoi pas. Alors il y avait notamment l'ami Captain Popcorn qui est très très fan de Dark Crystal et qui en parlait sur les réseaux sociaux. Alors je me suis dit, écoute, s'il est autant emballé, il doit y avoir une raison, je vais essayer. Tu étais influencé par l'influenceur. Et en fait, il m'a fallu que quelques petites minutes pour vraiment être complètement avalé par cet univers qui est incroyable. Alors le principe de Dark Crystal, et c'est vrai que on peut au début être un peu refoulé par l'idée, ce sont des marionnettes qui sont donc animées. Alors on voit pas bien évidemment les treuils qui tiennent ces marionnettes, mais tu le vois, les mouvements sont un peu saccadés, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, mais globalement c'est une prouesse déjà technique qui est bluffante, et puis surtout c'est un univers, c'est une musique, c'est des personnages, c'est une histoire extrêmement intéressante. Je vais pas vous l'expliquer parce que déjà c'est complexe, et puis ensuite si vous vous lancez dans Dark Crystal, ça tu vous n'as allez pas tout compris. Si aussi peut-être, mais en tout cas vous allez découvrir le monde de Sra et toutes ces merveilles. Cette série là, alors, en plus c'est une série que j'aime tellement là que je prends mon temps pour la regarder parce que j'ai pas envie qu'elle se termine. Donc il me reste, au moment où on enregistre sa vidéo, il me reste un épisode, et c'est une série qui est capable d'être très poétique, très touchante, et qui parfois est aussi extrêmement brutale, notamment avec les sketch-sex, je sais pas comment on dit, c'est la première fois que je le dis en vrai, alors moi je me suis un peu vautré, mais en tout cas c'est les créatures qui incarnent le mal dans Dark Crystal. Vraiment, moi je vous le conseille chaudement, Dark Crystal, gros coup de cœur de l'été. Et toi ? Alors moi, mon coup de cœur numéro 1 de l'été, tout confondu, en sachant que vous allez voir qu'il y a énormément de lourd tout le reste de la vidéo, mais comme j'ai juste peur que vous quittiez la vidéo dans 5 minutes et que vous ne regardiez pas cette vidéo qui va sans doute durer de 2h30. On va essayer de se limiter quand même. Eh bien, je commence par mon top 1. Mon top 1 de tout l'été, c'est une tricherie parce qu'en fait, c'est sorti cet été au cinéma, mais c'est beaucoup plus vieux. Je parle évidemment du film A Silent Voice. Alors, c'est un film d'animation japonais et j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. Si vous n'aimez pas l'animation japonaise, eh ben pourtant, ce film est fait pour tout le monde et donc aussi pour vous. C'est incroyablement touchant. On va en parler beaucoup dans d'autres vidéos de Cult & Geek, mais pour en dire déjà quelques mots, c'est une œuvre. Si je résume en fait les faits, il y a le garçon que vous voyez sur la droite qui, quand il est tout enfant, eh bien, est le bully et la personne qui va tout le temps embêter la fille au centre, qui est sourde. Et qui est en tout cas qui est malentendante. Et le truc, c'est que du coup, il va en permanence l'embêter, il va en permanence, il va faire des trucs hyper violents, il va prendre son oreillette pour entendre, pour la jeter dans l'eau. Il va faire des trucs qui sont vraiment vraiment violents. Et puis un jour, elle va quitter l'école parce qu'elle-même est traumatisée de ces attaques quotidiennes et d'un seul coup en fait les choses vont se retourner contre lui et en fait les autres enfants vont se mettre à lui dire mais c'est toi le méchant et il va se rendre compte en fait de ce que ça fait et on fait un bond dans le temps, on les suit quand ils sont en dernière année de lycée et lui en fait il est à un point où il a tellement mauvaise opinion de lui que le film commence sur le fait qu'il essaye de se suicider et que ça fonctionne pas. Et il se dit, bon, là, ça n'a pas marché. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre le langage des signes et je vais essayer d'aller m'excuser. Et de ce début-là, le film est
incroyablement poignant. C'est un film qui est aussi beau qu'un Your Name en qualité d'animation, mais c'est un film qui est... il est intelligent, il est sensible. Enfin, vraiment, ce film, j'ai que des compliments à faire. Il y a des fois, c'est un peu dur à regarder, mais on se dit, putain, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Donc vraiment, Silent Voice, ça fait longtemps que j'avais pas vu quelque chose qui m'avait marqué à ce point-là dans l'animation. Il y a évidemment Your Name, qui était déjà un truc où je me suis dit, ah, ça y est, l'animation japonaise est en train de revenir. Alors, je regarde beaucoup d'animes, etc. Mais dans l'animation, j'avais pas vu des trucs qui sortaient un peu de l'habituel. Et là, c'est le cas avec ces deux films-là. Et petit point qui te fera plaisir, mon cher Kerr, c'est un film qu'il faut regarder en VF. La VF est excellente et la VF permet en fait d'avoir justement la pauvre héroïne qui du coup parle pas bien parce qu'elle est malentendante. Et ces subtilités-là, on ne les comprend pas quand on regarde en VO sous-titré. Et par contre, en VF, c'est excellent. Si je ne me trompe pas, c'est en ce moment sur Wakanim en diffusion. Regardez-le avec des gens qui aiment bien les animes, qui aiment pas les animes et qui aiment juste les bons films. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est au-delà de tout ce que j'ai pu regarder cet été. Et vraiment, j'espère que je vous transmets l'émotion que j'ai eue en regardant ce film-là, parce que c'est un film qui le vaut. Et il y a une petite communauté de fans qui s'est motivée, parce que le film était passé complètement sous les radars. Il n'y avait pas de sous-titrage français officiel, il n'y avait pas de voix off française. Et au final, vraiment, il y a une communauté qui s'est emparée du film et qui ont fait énormément, merci à eux. Et c'est grâce à ça qu'on peut voir le film maintenant en VO, qu'il a été diffusé en salle. C'est exceptionnel. Enfin, vraiment, un film comme ça, il faut le voir. C'est un film en plus de Kyoto Animation pour qui on a une pensée, forcément. Avec ce qui est la merde, l'horreur qu'ils ont vécu cet été. En tout cas, tu m'as convaincu. Voilà, je le dis. Ah non, c'est pas une minute pour convaincre, qui est notre nouveau format de vidéo. D'ailleurs, vous pouvez trouver le premier numéro sur notre chaîne Une minute pour convaincre sur les animes. Et alors moi, je vais faire deux gros tops de l'été. Mais je vais tricher en fait, puisque on en a déjà parlé sur la chaîne. Rappelez The Boys, qui a été un de nos tops de l'été, bien évidemment, la série de Prime Video. Il y a la critique qui est assez longue sur la chaîne, donc n'hésitez pas à la regarder. Et puis moi, la série, je vais être honnête, que j'ai le plus regardé de l'été, c'est encore The Office, et il y a la vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir cette critique aussi The Office, et je vous expliquerai pourquoi c'est un pur chef-d'œuvre. Et alors d'ailleurs, petite anecdote, dans la vidéo sur The Office, j'ai expliqué que c'était une des 3 séries les plus regardées de Netflix aux États-Unis. Eh ben pas du tout, c'est la série la plus regardée de Netflix aux États-Unis, et de très très loin devant Friends. Elle se barre sur NBC Universal, qui a changé de nom, maintenant ça s'appelle Peacock. Et figurez-vous que le jour là où on enregistre, on est le 17 septembre, on est en septembre, et NBC a sous-entendu qu'ils avaient envie de faire un remake de The Office, comme ils ont officialisé également un remake de Sauvé par le Gong et un remake d'une série qu'on adore tous les deux, et ça fait flipper, c'est Battlestar Galactica. Ouais, bon voilà, en tout cas moi le remake de The Office... Après le Battlestar Galactica qu'on aimait était déjà un remake, oui, bien sûr, mais suite, il y avait non, mais flou, c'est à la sauce de maintenant qui me fait peur. C'est pas tellement l'idée que Battlestar Galactica revienne. C'était le Battlestar Galactica qu'on voyait, parce que sinon les fans vont m'égorger, qui était une suite, mais qui était vraiment volontairement en train de reprendre les mêmes thématiques que la série originelle. Ouais, ok. Alors je vais faire un vrai coup de cœur. Je le commence ? Alors je le commence, puis tu t'enchaîneras, ça sera en commun. Je vais juste te dire que The Boys était aussi dans ma liste des tops de l'été. Il y a une vidéo pour ça. N'hésitez pas à aller la regarder sur la chaîne. Très très bonne série de super-héros. Il y a vraiment pas trop de risques si vous aimez tout ce qui est un peu super-héroïque à regarder The Boys. Excellente fournée. Alors on va faire un coup de cœur en commun, et je commence. Vinland Saga, un anime qui est sorti là ces dernières semaines. On en est à l'épisode 10 au moment où on vous parle. Quelle énorme surprise, Vinland Saga. Alors moi je vais vous en parler en tant que pas expert du tout d'anime japonais. Vinland Saga, ça fait, pour ceux qui ont vu Viking, énormément penser à Viking. Ça se passe bien évidemment dans les pays en Scandinavie, avec les Vikings, avec les Danois, en Islande, etc. Avec toute la mythologie qui entoure ces pays nordiques, avec les conquêtes notamment, puisque les Vikings sont ceux qui font les conquêtes, notamment en Angleterre. On retrouve donc vraiment toutes
les thématiques de la série Viking, sauf que c'est du coup à la sauce un petit peu anime japonaise, et avec une histoire qui est extrêmement réussi, je trouve. J'ai pas envie de parler de l'histoire. Je sais pas si toi t'as envie d'en parler, parce qu'en fait, je pense qu'on va spoiler, on va gâcher un peu le début de l'anime si on en parle trop. En tout cas, on va suivre un petit garçon dont j'ai complètement oublié le nom. Tu t'en rappelles, toi? Thorfinn. Ouais, ou Thorfinn, ou un truc du genre, qui est donc le petit garçon qu'on voit à l'écran, qui est un viking. Il va lui arriver un truc, et on va suivre ses aventures au fil du temps dans le monde des vikings. Alors, cet anime, je trouve, est extrêmement bien animé. La musique est top, vraiment, le générique, toute la musique est top. Les personnages secondaires sont tous très réussis. Les thématiques abordées le sont également, c'est passionnant. Je n'ai pas décroché une seule seconde de cet anime, et j'ai commencé à le regarder quand j'étais en train quand j'étais dans ma lancée sur la saison 3 de l'Attaque des Titans. J'étais en kiff total sur l'Attaque des Titans, donc la saison 3. En même temps, je lisais le manga. Enfin, j'étais vraiment en plein Attaque des Titans, et je me suis dit, ouais, vas-y, t'as 20 minutes là, tu coupes un peu et tu regardes Vinland Saga. Je n'ai pas encore repris l'Attaque des Titans, j'ai fait Vinland Saga, je n'ai plus décroché de cet anime. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Tu veux rajouter quoi? Pardon, t'en as très très bien parlé. Vinland Saga, c'est exceptionnel. Ça a le terme saga, et a raison. Quand il y a saga dans les œuvres d'animation, dans les séries, c'est souvent qu'on va avoir quelque chose qui va se développer sur de nombreuses années. Et là, c'est le cas. On voit vraiment les personnages se développer sur de très longues plages historiques. Et la série, elle n'a pas peur de faire des crochets, des détours, repartir en arrière pour toujours nous surprendre. C'est une série, on est à l'épisode 10, il y a un nombre de pistes scénaristiques énormes. J'en parlais avec un ami du travail qui me disait tout à l'heure qu'en fait, donc lui, il suit les mangas, et il est beaucoup plus avancé que nous, et il m'a dit, ça ne déçoit pas. Vraiment, ça continue d'être ouf. Les thématiques évoluent avec le temps parce que la série vieillit, mais ça continue d'être ouf. Vraiment, c'est une série... Elle est arrivée par hasard sur ma table grâce à Amazon Prime Video, qui fait un excellent été. Alors c'est vraiment une plateforme à laquelle je croyais pas. Je pensais qu'ils allaient tout démarrer avec Le Seigneur des Anneaux, et en fait là cet été ils font vraiment un été exceptionnel, et du coup cette série, c'est une coproduction Amazon Prime Video, c'est diffusé à la télé au Japon, et vraiment cette série, elle me surprend parce que Viking, j'ai énormément aimé Viking, mais le manque de rythme de certains épisodes a fait que j'ai eu du mal à continuer, et que là j'ai plusieurs épisodes de retard. Et là, c'est pas le cas, il y a un rythme incroyable. L'histoire va tellement vite, l'histoire avec un grand H et avec un petit H vont tellement vite que c'est vraiment passionnant, quoi. Super intéressant à regarder, bien animé, des personnages avec des vrais enjeux, enfin vraiment chouette. Il y a un épisode qui moi m'a marqué, alors je vais pas vous l'expliquer, mais en gros il y a un petit saut dans le temps, et on voit le personnage du petit garçon grandir. Et toutes les premières scènes où il est plus grand m'ont déçu, et je me suis dit, ah, là ça y est, là, on est rentré dans une nouvelle phase de l'anime, ça va être décevant. Et en fait, à la fin de l'épisode, j'ai été sidéré. Parce qu'ils ont réussi à développer dans la suite de cet épisode, sur une thématique autour de la violence de guerre et des victimes civiles, etc. J'ai trouvé ça excellent, vraiment excellent. Et ça faisait longtemps que... Alors, il y a eu 2 épisodes à la suite où j'ai été vraiment bluffé, et où je me suis dit, waouh, j'avais... Dans l'Attaque des Titans, il y a eu quelques épisodes qui étaient aussi bons, et encore. Mais vraiment, je trouve que... Ces épisodes-là m'ont vraiment marqué. Je me permets de préciser, parce que c'est toujours important, quand on dit c'est bien, qu'est-ce que ça veut dire, c'est bien? Ça veut dire c'est B+, c'est A, c'est C, c'est un 15 sur 20, un 20 sur 20. Et en fait, Silent Voice, c'est un chef-d'œuvre, et Vinland Saga, si ça continue comme ça pourrait être un chef-d'œuvre. On est vraiment sur du gros caviar, là. Et The Boys, c'est très bien, oui, mais c'est en dessous. Enfin, là, on est vraiment en train de vous parler de 2 choses qui sont incroyablement au-dessus, et comme les The Office, même s'il a un peu triché, The Office c'est pas sorti cet été. Non, mais je l'ai vu cet été, comme ce sont nos tops aussi de l'été. Tu veux en faire un? Bah écoute, avec grand plaisir. Vas-y. Et du coup, moi je vais me lancer sur Euphoria, série sur HBO. Et Euphoria, je vais raconter notre échange sur Euphoria que je trouve assez marrant. Pierre me dit, c'est la série qu'il faut regarder, c'est la prégote.
Il faut regarder. Toutes les critiques sont dithyrambiques. Toutes les critiques sont dithyrambiques. Il y a jamais eu. C'est la plus grosse audience de série teenage jamais enregistrée par HBO. Ok, je regarde le premier épisode et le premier épisode, je suis fondamentalement hyper déçu. Euphoria, vraiment premier épisode, hyper malsain, enfin vraiment tout ce qu'on ne veut pas avoir sur une série sur des adolescents. On avait une scène, moi je me souviens, qui m'avait vraiment marqué, où on avait des adolescentes qui étaient soi-disant en train de se changer tout en petite tenue, etc. Et donc on est là, la scène nous les montre, et d'un seul coup le père essaye de rentrer et ils disent ah espèce de pervers de nous regarder et tout. Et la série jouait énormément avec le regard du spectateur en faisant un peu passer le spectateur pour un pervers complice obligé. Donc c'était extrêmement bizarre de commencer comme ça. Et donc je dis à Kerr, écoute, ce premier épisode, catastrophe quoi. Enfin, j'ai pas du tout envie de regarder. Et puis il se trouve que et moi j'avais trouvé le pilote plutôt correct. J'avais pas aimé toutes les scènes, mais j'avais trouvé le pilote vraiment intéressant. Il m'avait donné envie de voir la suite. Ouais. Et du coup. Bon, je me dis, je vais laisser la chance à la série, je regarde un deuxième épisode. Et puis, en fait, cette série, elle est exceptionnelle. Vraiment, pour moi, c'est en termes de réalisation, je suis en train de regarder ma liste, c'est l'épisode du carnaval. Je pense que c'est l'épisode de série le mieux réalisé que j'ai pu voir cette année. Il y a un niveau de réalisation dans cette série qui est incroyable. Le niveau des acteurs est incroyable. Alors certes, le propos est pas toujours hyper intelligent ou hyper. Il y a des trucs qui sont un peu clichés. On ne suit que des lycéens à problème, etc. Mais ça n'enlève rien aux qualités de travail, de réalisation, de son, de jeu d'acteurs. Enfin. Vraiment, Euphoria est exceptionnel. Pour ceux qui ont aimé toutes les séries un peu à la Skins, etc. Moi, j'ai vraiment adoré Euphoria. Très belle production de HBO cet été. Avec Zendaya, hein, qui, alors pour le coup, a une année 2019 dingue, puisque indéniablement, je la trouve très charismatique dans Far From Home. Même si c'est pas forcément un grand film et elle a pas un grand rôle, mais en tout cas elle s'en sort très bien. Et là, dans Euphoria, elle est acclamée par tout le monde. La petite vanne quand même, c'est que toi, tu n'as pas aimé le pilote, t'as tout vu. Moi, j'ai bien aimé le pilote, j'ai jamais continué pour des raisons que j'ignore. C'est comme ça. Il y a eu tellement de séries et voilà. Bon, moi, je vais vous parler d'une série que j'ai vue du début à la fin et qui est une série que j'ai beaucoup aimée aussi cet été, une série qui a été beaucoup critiquée, notamment défoncée par la presse. Alors, du coup, c'est l'opportunité pour moi de refaire un coup de gueule sur les critiques presse, tu sais, notamment celles qui apparaissent sur Rotten Tomatoes ou Metacritic et qui du coup mettent une note sèche à une série et qui sont basées uniquement sur les premiers épisodes. Alors vous allez dire oui mais vous aussi vous faites ça. Oui mais nous quand on fait par exemple une critique en vidéo d'un pilote, on dit nous on critique le pilote, on va pas vous dire que toute la série est à chier et on va pas mettre une note qui va être inscrite dans le marbre. Là sur la série dont je parle qui est Carnival Row, ça a vraiment été le cas puisque Amazon Prime a envoyé les 4 premiers épisodes à toute la presse américaine qui se sont empressés de la défoncer. J'ai même lu des critiques qui expliquaient qu'en fait il y avait certains axes, certaines histoires qui étaient développées dans Carnival Row et qu'on voyait très bien où ça nous emmenait, que ça allait être ça, alors qu'en fait pas du tout. Une fois que tu as vu toute la saison, c'est pas du tout ça. On avait déjà eu un cas qui était très criant comme ça et on s'en rappelle, c'était Marco Polo qui avait été défoncé par la critique à sa sortie, mais à l'époque Netflix avait envoyé 3 ou 4 épisodes et en fait c'était après que Marco Polo devenait dans sa première saison une excellente série. Donc voilà, là, j'étais un petit peu déçu par ça, mais moi Carnival Row j'ai énormément apprécié. Alors on est dans un monde un petit peu féerique, steampunk. On est dans un monde où il y a des fées, il y a d'autres personnages magiques, il y a des kobolds, il y a des comment ils des appellent satyres. Ils appellent ça des pucks. En tout cas, il y a plein de personnages imaginaires dans un monde qui l'est tout autant, un peu d'héroïque fantasy. Et la série est alors l'action se passe dans la Burg, qui est une ville complètement steampunk, hein, qui fait référence à l'époque victorienne. Et on est dans une série qui est dans cet univers féerique, mais aussi extrêmement mature, avec des thématiques qui sont très sombres et une vraie intrigue, avec un casting qui est très solide. Et je salue Orlando Bloom qui jouait Legolas dans Le Seigneur des Anneaux et qui s'est fait
essuyé nombre de chaussures sur le visage depuis tant d'années et qui là dans cette série est vraiment excellent. Mais je pense que si vous l'aviez vu dans le film Zulu, vous auriez aussi trouvé qu'il avait un grand talent. Cara Delevingne, qui est le personnage, on va dire la plus visible dans la promo, elle est intéressante au début de la série, elle s'efface petit à petit, mais il y a d'autres personnages qui sont très bien. Il y a Jared Harris qu'on a vu dans The Terror, notamment dans The Crown, qui on a vu aussi dans Tchernobyl cette année, qui est là. Un très très bon casting, je trouve, des personnages secondaires intéressants, une intrigue, je l'ai dit, qui est prenante et qui surtout ouvre plein de portes et arrive à les refermer à la fin, et tout se tient. Et ça, c'était intéressant. Il y a un bémol, alors il y a quelques scènes qui sont un peu faciles, il y a quelques intrigues qui sont pas forcément très intéressantes ou pas forcément très bien amenées. Et il y a pour moi un vrai bémol, c'est son rythme. La série parfois est un peu chiante, mais on est vraiment dans un univers qui a réussi, moi, à vraiment me passionner, enfin me passionner c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui m'a séduit vraiment et qui m'a captivé. Et alors pour moi là actuellement c'est la plus grosse série de Prime Video. Il y a eu une promo un petit peu bizarre, notamment en France, parce que Prime Video a pas insisté sur la série à sa sortie parce qu'elle n'est pour l'instant qu'en VOST. La VF sortira en novembre. Aux États-Unis, j'ai l'impression que la série a eu une promo un peu bizarre aussi. Pourtant, Prime Video, ils ont mis la thune là-dessus. Il y a un gros casting, il y a des stars, il y a énormément de moyens. Et le truc qui, pour moi, le symbolise le mieux, alors déjà il y a une BO qui est très soignée et qui est très réussie, mais surtout les décors, la photo, les costumes, enfin c'est vraiment vraiment très très soigné. Il y a énormément de détails dans le décor. Moi je n'ai presque, j'ai pas grand chose à reprocher à cette série qui a déjà une saison 2, elle est actuellement en tournage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais alors après si les critiques sont mauvaises, que le public est pas trop présent parce que Prime Video est encore en retrait et puis parce que la promo est mitigée, ou en tout cas trop discrète, j'ai peur qu'il n'y ait pas de saison 3. En tout cas on verra. En tout cas pour moi c'est un kiff. Toi tu l'as vu ? Alors je l'ai vu, j'en suis épisode 4 je crois, donc au niveau de la presse que tu as défoncé. Pour moi c'était dans ma liste des tops. Si j'aurais fait de 1 à 10, ce serait 10. C'est une bonne série de cet été. Si vous êtes en manque de Game of Thrones, ou que vous avez eu l'impression que cette fin n'était pas vraiment une fin, ou de Penny Dreadful, ou Penny Dreadful même plus, c'est vraiment une série qui a un palliatif à Penny Dreadful. Je trouve que c'est une série qui est extrêmement inégale. La photo est très réussie, comme Kara l'a dit, la musique, le machin. Par contre, le scénario vraiment pêche par moment. On voit des choses qui sont inintéressantes. Oui, je suis d'accord avec toi, on mais la fin te donne vraiment les réponses. On a un épisode flashback. Je vais prendre un exemple épisode. Et on a un épisode flashback sur la grande guerre entre les deux grands pays de cet univers, qui est là pour nous expliquer plein de choses, les enjeux qui est exposés entre les personnages depuis les premiers épisodes. Et en fait, je trouve que cet épisode ne répond pas du tout à la problématique de mais qui est l'Empire, la violence de cette guerre. On a vraiment un truc qui, je trouve, qui passe à côté. Il aurait fallu juste une scène, hein. Mais le truc, c'est que cette série, souvent, passe à côté du truc qui aurait été le plus intriguant pour le spectateur. Oui, mais parce qu'en fait, là, parce que cet épisode te permettra de comprendre la fin. Et en fait, cette idée d'empire et de ceux qui attaquent en effet les faits et qui se battent contre la Burg, c'est pas du tout, en tout cas dans l'intrigue développée dans la saison 1, absolument pas intéressant. Est-ce que j'ai pris du plaisir à regarder ça parce que c'était intriguant ? Bof. À plusieurs moments. Et très bien à d'autres. Donc là, globalement, je vous dis quels sont les points négatifs, mais c'est un univers féerique, c'est un univers qui donne envie d'être découvert. C'est un épisode qui... ce sont une succession d'épisodes qui donnent l'impression d'ancrer une première saison qui pourrait laisser la place sur autre chose. C'est une série qui donne l'impression qu'elle a les ambitions et le budget d'un épisode de Game of Thrones. Enfin, c'est une série qui a beaucoup de choses qui sont du bon côté. Maintenant, on a eu un bel été.
c'est dedans, mais c'est très loin d'être dans le top. Et je pense que c'est pas un problème d'acteurs, hein, parce qu'ils sont tous très bons. C'est dans d'autres rôles. Le truc, c'est que c'est un problème de tout est trop théâtral. La série en fait, la série par moment est très moderne dans la manière dont les personnes se parlent et où la réalisation est faite. Et après, il y a un moment où on a l'impression qu'on est dans une réalisation très posée qui serait proche d'un The Crown. Et la série ne sait jamais où elle est. Ouais, et les thématiques sont très contemporaines, notamment au niveau des minorités, et c'est très très important dans la série. Moi, le truc qui m'a peut-être le plus fait plaisir devant Carnival Row, c'est la liberté de Prime Video. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où, vous le savez, on a fait notamment une vidéo qui s'appelait Streaming Wars sur les différentes plateformes. Il va y avoir une multitude de plateformes. Et la plupart des plateformes ne sont pas arrivées, et elles mettent déjà des codes, elles mettent les choses dans des cases. Certaines plateformes le disent, pas de violence, pas de sexe, pas de drogue, pas de ci, pas de ça. Amazon Prime, comme Netflix, on dit, nous on produit, on met pas de limites, et vous faites comme bon vous semble. Et là, sur Carnival Row, j'ai trouvé que Prime Video ne s'interdisait rien, et ne tombait dans aucun excès. La série est capable d'être extrêmement violente, mais c'est justifié. Et après, elle est capable d'être aussi d'une très grande douceur. Et au niveau de la nudité, puisque tu parlais des femmes, du sexe avec les fées, la série aurait pu tomber dans des excès un peu comme vont l'être Disney+, Apple, etc. C'est-à-dire suggérer, mais jamais rien montrer, comme si c'était un tabou infranchissable. Ou alors faire l'inverse, c'est-à-dire un peu comme a su le faire malheureusement Game of Thrones à certains moments, et ça a créé de la polémique, c'est-à-dire juste de la nudité pour dire, bah vous voyez, on a mis des nichons. Là, dans Carnival Row, il y a de la nudité, mais elle est toujours justifiée par l'histoire. Il n'y aura pas une scène de nu dans Carnival Row qui ne est là juste pour dire, ah, vous avez vu, on vous a mis un téton, hein. Jamais. Et justement, dans Carnival Row, il y a peut-être la scène de nu. Alors c'est vers la fin de la saison, mais peut-être la plus belle scène de nu que j'ai vue dans une série depuis très longtemps. Voilà. C'est pas un argument en soi, mais ça fait partie des éléments qui montrent que la série est libre et elle est soignée. Et en effet, quand tu dis qu'on sait jamais, elle sait pas sur quel pied danser, c'est vrai. Un coup elle est très belle, un coup elle va être très brutale. C'est un peu particulier comme. Mais moi en tout cas ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de voir la saison 2. Et du coup, j'enchaîne par un autre top de l'été. Eh bien, mon autre top de l'été, c'est Terrace House Tokyo. Et oui, Terrace House, c'était arrêté, hein, évidemment, pour les fans de cette télé-réalité japonaise. La saison précédente s'était arrêtée, donc nouveau cast, nouveaux personnages. Qu'est-ce que c'est que Terrace House, mon bon cœur? Terrace House, tu l'as déjà dit 200 000 fois. C'est une télé-réalité japonaise où on a 6 personnes, 3 garçons, 3 filles, qui vont vivre leur vie. Ils ne sont pas enfermés dans une baraque. C'est juste qu'ils sont colocataires et la télé et donc les caméras vont les suivre au travail, dans leur vie, parler avec leurs amis. Bref, ils font leur vie. Et la particularité de cette télé-réalité, outre le fait que c'est donc au Japon par des Japonais, c'est qu'en fait, elle s'arrête à intervalles réguliers, à peu près toutes les 10 minutes, et on a un panel de 6 personnes qui sont des humoristes, mais soi-disant représentatifs d'un panel. Donc il y a le mec célibataire endurci de 40 ans, il y a la vieille mamie, il y a la petite jeune prude, il y a le petit lycéen, etc., qui vont tous analyser et nous dire ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé. Et du coup, en tant qu'occidental curieux de la culture japonaise, c'est parfait pour en fait comprendre quelles sont les problématiques, quels sont les murs de cette culture japonaise, quels sont les moments où en fait nous on serait gênés et en fait eux pas du tout, et à quel moment en fait eux ont un frein complet alors que nous ça nous paraît improbable. Et du coup, c'est vraiment un moyen de découvrir la culture japonaise moderne, nos contemporains japonais, d'une manière que je n'ai jamais trouvé. Enfin, j'ai jamais trouvé une autre manière que ça pour le faire aussi bien. Donc Terrace House, c'est très bien et le panel est extrêmement drôle. Donc ça fait que vraiment internal régulier, on sait qu'on va se marrer en regardant Terrace House. Donc
un coup de cœur. Nouvelle saison en plus, ils sont repartis aux premiers amours, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'être avec un peu des occidentaux pour essayer de faire un peu la découverte. Nous, on s'en fout des occidentaux, on sait comment on pense. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est retourné au cœur du Japon, à Tokyo, et on voit donc ces jeunes Tokyoïtes. Voilà, petit coup de cœur personnel. Ok. Moi, je vais vous parler de Titans, la saison 2 qui a repris là en cette rentrée. Alors, on avait déjà parlé sur la chaîne de la saison 1 de Titans qui est disponible sur Netflix. La saison 2 est dispo sur la plateforme de streaming de DC aux États-Unis. Et donc, il y a eu 2 épisodes pour l'instant qui ont été diffusés. J'étais très intrigué de voir un petit peu comment ça avait évolué parce que il faut le reconnaître. Moi, j'ai pas d'atome particulièrement crochu avec les séries Arrow, Supergirl, Legend of Tomorrow et tout. J'avais commencé Arrow, ça m'a perdu. The Flash, j'ai jamais accroché. Supergirl, je trouve ça vraiment nul. Et Legend of Tomorrow également. Mais me jetez pas de pierre. Mais parce que oui, tu n'as pas réussi à comprendre les le enjeux pouvoir de l'amour. de vraiment de cette série Supergirl. Il faut le comprendre. L'amour peut tout sauver. Oui. Mais, et quand c'est pas l'amour, c'est l'amitié. Oui, bah oui. Et c'est juste que tu es fermé. Et tu es fermé à ces thématiques. Non, parce que tu ne veux ni amour dans ta vie, ni amitié. Oui. Et du coup, tu ne peux pas apprécier cette série. Et ça tombe bien parce que dans Titan, c'est beaucoup plus sombre. Et en fait, ce sont les mêmes mecs quasiment qui ont fait les nouvelles séries de DC qui sont sur la plateforme de streaming de DC. Donc, c'est Berlanti et Jones. Et en fait, la série Titans, elle avait tout pour être un flop. D'ailleurs, avant que ça sorte, entre nous, on venait la série, on disait mais regarde-moi ce trailer, ça va être pourrave. Et en fait, la série est arrivée, elle nous a cloué le bec. Moi, elle m'a énormément plu. Je me suis attaché à peu près tous les personnages de la série. Et ensuite, ils ont enchaîné avec... Pardon, excuse-moi de te couper. La série saison 1, tu me dis, elle nous a cloué le bec. La série saison 1... Par rapport à Arrow et The Flash... Oui, mais parce que tu mets pas la barre très haut. Le truc, c'est que la série... je préfère Titans au bonne, Marvel Netflix. Hein. Et elle a un épisode qui est incroyable sur l'histoire de Dove et Hawk. Ouais, c'est vrai. Et ça avait rehaussé toute la série. Et épisode que vous pouvez regarder d'ailleurs, qui s'appelle Hawk ou Dove, l'un ou l'autre. Je pense que c'est Hawk. Et épisode que vous pouvez regarder sans regarder le reste de la série, qui est exceptionnel. Ouais. Mais moi, je le redis, parce que je l'ai pas dit très fort, mais je le redis en le disant beaucoup plus fort, je préfère Titans à toutes les séries de Marvel Netflix. Alors, je dis pas qu'elles ont... Tu le dis pas, regarde dans la caméra. Regarde les gens là. Je dis pas qu'elles ont... Elle est en face de toi la caméra. Je dis pas qu'elles ont toutes été mauvaises, loin de là. Il y a du très bon dans Daredevil, il y a du... Plus que Daredevil saison 1. Ah, je sais pas. Ouais, c'est kiff. Mais t'as après... été tellement payé par DC. Ah, mais pas du tout. C'est sûr. T'as pris un chèque, c'est pas possible. Non, pas du tout. Ils ont refait ta toiture gratuitement. Alors là, et donc la saison 2 a repris, donc ça reste dans la veine de la saison 1. Donc moi, je suis content. Alors ils ont rajouté Batman, hein, c'est Jorah Mormont qui l'incarne. D'ailleurs, ça fait un peu bizarre. Il y a des nouveaux personnages. Ils ont donné un rôle plus important à Hawk et Dove, donc c'est très bien. Mais le truc, c'est que cette série, je suis conscient qu'elle est complètement imparfaite. Le truc, c'est que après avoir fait Doom Patrol, qui est, je trouve, excellente, et Swamp Thing, que j'ai commencé, mais je suis pas allé très loin dans Swamp Thing, parce que comme elle a été annulée tout de suite, ça m'a démotivé, mais le pilote était prometteur. La Titans revient, elle est pas parfaite, soit, mais par contre, il y a quelque chose que j'apprécie énormément, c'est que c'est une série qui veut vraiment développer l'univers DC Comics, lui rendre hommage, intégrer des personnages, que tout soit lié. Donc dans la série, on te parle de Wonder Woman, on te parle de la Justice League, on te parle de Batman, on te parle de Superman, on parle de tous ces personnages-là qui sont des personnages qui sont récurrents dans les comics. Et moi en ce moment je lis énormément de comics, et notamment des comics DC comme par exemple Earth 2, etc. Et ben j'ai l'impression en regardant Titans de mater un comics. Et ça, c'est hyper agréable, parce que c'était un des gros, et c'est mon gros reproche des séries Marvel Netflix, c'est que par exemple Jessica Jones, elle est dans la même ville que Daredevil, que Luke Cage,
que de temps en temps le Punisher, mais aussi de Spider-Man, de Captain America, etc. Et par contre, elle fait sa life et personne n'en parle jamais. Ils ont expliqué pourquoi. Bien sûr, mais ça me gave. Expliqué pourquoi. Parce que c'est pas lié au MCU. Quand Jessica Jones rencontre Daredevil, rencontre Luke Cage et rencontre Iron Fist, ça fait une très mauvaise série. Oui. Et du coup, ils se sont dit, on arrête. On va pas vraiment aller rencontrer Iron Man ou Spider-Man parce que ça risque de pas être très bon. Non, puis il y avait des problèmes internes chez Marvel, mais en tout cas, Titans le fait, tu vois. Ils ont pas peur de se dire, oui, mais alors, si on évoque Superman, c'est Henry Cavill ou pas, ou tiens, là, on va mettre Batman, mais qu'est-ce que fout Jorah Mormont dans le truc, alors qu'on a Ben Affleck, qui est même plus Ben Affleck, c'est Robert Pattinson de Twilight, c'est le bordel, où est George Clooney. Titans s'en moque complètement. Ils développent leur univers. Et c'est très intéressant. Alors après, il y a plein de petites intrigues qui, moi, me passent au-dessus. La Raven, je crois, c'est la jeune fille là, qui a des pouvoirs diaboliques. Bon, je m'en fous un peu, tu vois. Starfire aussi. Okedov sont toujours aussi bien. Vraiment, le Nightwing, très bien. Le nouveau Robin, c'est une vraie tête à claque, mais comme il est extrêmement violent, il a des pulsions qui font flipper. Le personnage est intéressant. Il y a Superboy qui arrive. Il y a des références à Aqualad et tout. Enfin, c'est super chouette en fait, Titans. C'est pas une excellente série, mais c'est un vrai petit kiff. Et moi qui aime beaucoup DC, contrairement à ce que beaucoup de gens nous reprochent en disant ouais vous êtes des pro Marvel, etc. Non, toi t'es bien plus DC que Marvel, il faut le dire. Moi j'étais plus Marvel, mais j'aime quand même beaucoup lire du DC. Titans, moi c'est un vrai petit kiff. Donc je suis vraiment content que la série soit revenue. Et j'espère qu'elle va durer longtemps parce que avec tout le merdier, excusez-moi d'être vulgaire, autour des plateformes de streaming, on sait pas trop ce que va devenir la plateforme de streaming de DC parce qu'elle a aucune raison de continuer. Donc est-ce que Warner HBO Max va récupérer toutes les séries DC pour les mettre, ce qui serait une excellente idée parce que disons-le honnêtement, là on parle beaucoup de Disney+, on parle beaucoup de Netflix, etc., de Apple aussi, mais la plateforme de HBO Max, elle s'annonce monstrueuse et elle va faire des dégâts. Et s'ils arrivent à prendre Titans, Doom Patrol, à les mettre dessus, que s'ils ont la bonne idée de réactiver Swamp Thing qui a été abandonné bêtement, ou d'aller développer d'autres séries dans le même genre mais dans le même univers, et de faire 5-6 séries autour de ça, moi je signe direct, hein, parce que si elles sont toutes de la qualité Titans, et encore plus de Doom Patrol qui est vraiment vraiment une réussite, moi je suis vraiment content de ce qu'ils ont réussi à faire. Et pourtant ça a été fait par Greg Berlanti, qui est quand même le mec qui est derrière Legends of Tomorrow. Quand j'ai vu que c'était lui, je me suis dit non mais laisse tomber. Et en fait le mec, si, il a réussi. C'est la rédemption, mec. C'est la rédemption de Berlanti. Vas-y, à toi. T'en fais un dernier ? J'ai pas vu Titans saison 2, donc j'en parlerai pas. Mais par contre, teasing, la plateforme de DC est dans mes flops. Ah ouais ? On en parlera donc dans une autre vidéo. Et je vais terminer avec un espèce, on va dire, la calage du top. Je vais taper fort sans aucune précision, mais très vite. Et donc en fait, je vais vous dire que il y a Demon Slayer Kimetsu no Yabai qui est exceptionnel, qui a démarré un petit peu avant l'été, qui là continue, qui est vraiment vraiment extrêmement bien comme anime. Mais si vous voulez en savoir plus, eh bien on vous fait une vidéo, les 8 animes en 1 minute, dont on... 1 minute pour convaincre. Pour convaincre. Avec donc, le nouveau jingle et tout qui va sortir ou qui va sortir. Et du coup, voilà. Je vous invite à regarder la vidéo parce qu'on en parlera plus dedans. Mais il y a également une flopée de plutôt bons animes cet été, donc il faut en parler. Il y a Arifureta qui est un anime qui a les 5-6 très bons premiers épisodes et là qui est en train un peu de s'enterrer, mais ça n'enlève rien aux premiers épisodes. Tu donnes envie de la regarder. Mais si on était dans 1 minute pour convaincre, je te dirais ouais bof. Il faut regarder les 5-6 premiers épisodes et c'est vraiment très bien. Il y a en fait une classe qui est téléportée de notre monde à un monde de fantasy, et dans ce monde de fantasy, en fait, tu regardes la caméra ? Elle est là. Non, je te regarde toi. Et donc en fait, ils sont téléportés dans un monde de fantasy. On leur dit vous allez être des héros, entraîne-toi, tu vas devenir magicien, entraîne-toi, tu vas devenir chevalier, etc. Et en fait, donc ils partent dans un donjon. Et première expédition, le héros est laissé pour mort.
il est trahi par quelqu'un, il se retrouve Spoil. un bras bouffé, etc. Là, c'est les premières secondes. Il se retrouve un bras bouffé, laissé pour mort, une catastrophe. Et au final, il va devoir devenir le meilleur de tous ses camarades pour pouvoir sortir de ce donjon. Et voilà. Et vraiment, quand on en est là, il est au moment où il va mourir, la série, elle est très bien. La deuxième partie de la série est moins bonne, mais ça reste très bon. Il y a Fire Force qui est également un anime qui est en ce moment sur toutes les plateformes. Sur les pompiers. Je savais pas que c'était possible, mais c'est à la fois sur Wakanim, à la fois sur ADN et à la fois sur Crunchyroll, si je me trompe pas. Et en fait, donc, qu'est-ce que Fire Force ? C'est tout simplement dans un univers alternatif, en fait, des gens prennent feu spontanément et meurent. Et les pompiers, du coup, deviennent des armes en fait contre ces personnes qui deviennent donc du coup des mais c'est genre pas du tout un anime sur des pompiers classiques. Et pas du tout aucun rapport. Moi qui avais adoré Black Draft, le film par exemple avec Kurt que... Russell et tout, j'avais envie de regarder pour ça. Bah aucun rapport. Et parce que en fait ils se rendent compte que les gens avant de se transformer donc en incendiaires, sont aussi des démons en fait. L'humanité les a quittés et certains attaquent leurs proches. Et du coup donc voilà ces forces de pompiers sont mises en place pour les contrer. C'est plutôt intéressant, pas mal de mystères. Tous les épisodes ne se valent pas, c'est pour ça que c'est pas du niveau d'un Vinland Saga très très loin, mais par contre l'animation est très réussie, les musiques de générique sont très réussies, vraiment Firefox c'est un truc qui est très chouette à regarder. Et Danmachi, autre série. Mais là tu balances tout là. Je voulais que t'en parles dans une sans minute. aucune précision. Mais non, mais moi rapidement. je voulais que t'en parles dans une minute pour convaincre. Et non, tout ça ça vaut pas les une minute pour convaincre. Ah bon? Demon Slayer. Attends, oui. Danmachi, tu m'as dit regarde, c'est vachement bien. Mais les autres, alors non, Danmachi, saison 2 qui reprend Danmachi d'ailleurs qui oublie son titre originel, c'est quand même incroyable. C'est qui était comment pouvoir se brancher des filles dans les donjons. Donc c'était un nom qui pouvait surprendre. Et le truc, c'est que la série ne l'assume plus du tout ce titre. Et maintenant, c'est Danmachi saison 2. Et en fait, on suit donc un héros qui va petit à petit gagner en puissance. La série est sympathique parce qu'elle a des bons personnages. C'est une série comme un Nixième. Alors maintenant, il y a un nom à ce type de série. Pardon. Il y a un nom à ce type de série qui en fait sont des plagiats complets de Sword Art Online. Et c'est une variation de Sword Art Online en version un peu comédie. C'est plutôt sympa. Ça se laisse picorer. Un des bons animes de cet été. Cool. Et vous allez dire, vous n'avez pas énormément parlé de cinéma. Eh ben oui, mais on en parlera plus tôt dans la vidéo des flops. Mais j'ai quand même un gros top de l'été. Alors c'est sorti vraiment au tout début de l'été. C'était les premiers jours où il y avait le soleil qui tapait et où on avait une canicule où il fallait boire beaucoup d'eau. Mais très clairement, mon gros top ciné de l'été, c'est Toy Story 4. Et on avait parlé notamment dans une vidéo qui s'appelait Pixar en 6 films. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo des tops. Merci aux tipeurs sans qui nous n'aurions pas fait cette vidéo. Et puis voilà. Sans qui il n'y aurait eu aucune vidéo cet été. Il faut que ce soit clair. Vraiment, le Tipeee, et pas le Tipeee de juillet-août, mais le fait que y ait Tipeee a permis d'avoir une cagnotte suffisante pour qu'on puisse financer les vidéos de cet été. Donc merci à vous. Ce sera sans doute à mon avis le cas encore sur les fêtes de décembre, etc. Ces Tipeee nous ont permis, vous l'avez vu tout de suite, de pouvoir investir et acheter du matériel. Pour ceux qui suivent les vidéos, vous avez pu voir qu'on a un setup maintenant chez Care pour pouvoir de temps en temps faire des records à distance et aussi tout simplement pouvoir faire des vidéos quand il n'y a aucune monétisation YouTube, ou en tout cas qu'elle est très très faible. Ça nous permet de quand même continuer à faire ces vidéos parce que ça reste une passion. On le fait pas pour gagner un centime, mais par contre c'est vrai que c'est sympa de se dire que ça ne coûte pas d'argent à nos familles, et donc merci aux tipeurs. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, les petits commentaires, dites-nous vos tops de l'été, gardez vos flops pour la vidéo sur les flops. On se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao, des bisous. Des bisous.